alors que tu vois pas 100 pieds devant toi, il y a un 18 roues qui est stationné, puis dans 5 secondes, tu vas rentrer dedans. Le problème, là, c'est ça. Quand tu détruis le droit international, c'est une victoire immédiate sur le court terme, mais tu sais pas ça va être quoi les conséquences sur le long Ah terme. non. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. De retour en 2026. Ben oui, ça a brassé, hein? 2 semaines de break pour Yann et Frank, puis on sait pas par où commencer avec l'actualité. On va commencer avec Maduro, avec le prof Caron. Ben oui, Jean-François, Commence raide, hein, comme année? on Quand même! était durant le temps des fêtes, puis tu sais, les gens le savent peut-être, on a une conversation là, avec une couple de collaborateurs, puis c'est plus pour dire des niaiseries qu'autre chose, là, mais là, tu sais, tu comme bon, Essentiellement ça, ouais. c'est ça, tu comme bon, c'est la troisième journée de 2026, puis il y a déjà un gars qui est amené dans un vol. Il y a une ligne aérienne qui a été réouverte, Caracas-New York. Malheureusement, c'est pas pour aller se faire bronzer au Venezuela, ça a été pour capturer le président vénézuélien. Bon, je sais qu'il y a pas mal d'affaires qui se disent sur lui parce que Je les suis obligé gens de te dire, font. Frank, j'ai fait le saut de mon côté, parce que je pense que mon avion a dû croiser un tanker américain. Ouais, c'est ça, Ça s'est c'est fait ça. dans la soirée qu'on revenait du Panama. Ah ouais, Fait que j'étais là, je dis: «Tabarouette, on aurait pu se faire carrément fermer l'espace aérien pareil d'en face.» Ça c'est pas arrivé évidemment, mais tu étais ouais, là, tu dis: «Ça a été spectaculaire ce qui s'est passé pareil.» ouais, fait que Se faire escorter par un F-35, là. Ouais, ça aurait ouais. été moins le fun un peu comme fin de voyage, je pense. Exact. Écoute, Jean-François, je sais que tu as réagi un peu à tout ça quand ça s'est produit, puis tu as été actif pas mal sur X à ce sujet-là. Avant de rentrer peut-être dans les dans d'autres considérations, j'aimerais ça que tu rappelles aux gens un peu si les événements comme ils sont arrivés, parce que je lisais un article ce matin dans le Wall Street, puis tu sais, pour beaucoup de gens, je pense que c'est arrivé un peu comme une surprise, cette affaire-là, moi y compris, au sens où je savais qu'il y avait des trucs qui se brassaient entre les 2 pays. Mais je pensais pas qu'on allait y arriver avec une manœuvre aussi spectaculaire que ça. Tu sais, quand même enlever un dirigeant d'un pays étranger, puis l'amener dans un avion, puis que ça se fasse aussi rapidement comme dans un genre de blitzkrieg, entre guillemets. Je pense que ça a surpris beaucoup de gens. Mais dans le J'ai Wall trouvé ça Street, facile, sérieusement. ben, c'est ça. Puis dans le Wall Street ce matin, ce qu'on raconte dans l'article qui parle de ça, qui s'appelle Trump was skeptical of ousting Maduro until he wasn't. Et en gros, ce qu'on apprend là-dedans, c'est que Trump voulait rien savoir de cette opération-là dans un premier temps. Et c'est Marco Rubio qui l'a convaincu de faire le truc. Puis je sais que tu as beaucoup parlé de ça, c'est l'adresse de Rubio dans son discours, puis sur la nouvelle politique étrangère. Puis en gros, ce qu'on comprend là-dedans, là, c'est ils disent une phrase dedans. On dit le secrétaire d'État Marco Rubio essayait pendant des semaines de dire à Trump tu peux pas faire un deal avec Maduro. Et Trump disait We're doing it my way. En gros, Trump, apparemment, aurait offert plusieurs propositions au Venezuela qui ont toutes été refusées. Puis maintenant, il a fait bon, c'est bon, Marco, là, on va y aller avec ta version. C'est un peu ça que tu vois parce qu'en gros, moi, de ce que je comprends, c'est que Marco Rubio en mène pas mal plus large qu'on pense dans ce gouvernement-là. Tu sais, les gens disent Vance, c'est le numéro 2. Moi, je pense que le vrai numéro 2, c'est Marco Rubio. Ouais, pour les questions internationales, mais ça, Rubio, lorsque comparu devant le Sénat américain, à peu près l'année passée, presque jour pour jour, il a fait état de la nouvelle politique étrangère américaine, puis ses principes du America First et que les principes de la démocratie libérale, du droit international, on jetait ça par la fenêtre et qu'à partir de maintenant, toutes les actions qu'on allait poser, ça allait devoir uniquement, répondre aux questions suivantes. Est-ce que c'est bon pour garantir la sécurité nationale des États-Unis? Puis est-ce que c'est bon pour l'économie américaine et les intérêts des citoyens américains? Si la réponse est oui à ces trois questions-là, même si on pose un geste qui est illégal, on va le faire quand même, là. Puis je pense que c'est exactement ce qui s'est passé en fin de semaine parce que faut le dire, le geste était illégal. Puis ça, pour moi, c'est le dernier clou dans le cercueil du droit, du système de droit international qui a été mis en place en 1945. Puis les conséquences que ça va avoir vont être funestes, là. Ben, c'est parce que ça Puis vaut plus rien ces affaires-là, ben non, là, rendu maintenant, là.
La seule chose qui prévaut, sur l'échelle internationale maintenant, c'est la volonté de puissance. Depuis 1945, la volonté de puissance était toujours est limitée par des principes du droit international. Puis c'est aussi la raison pour laquelle les démocraties, même si ils voulaient agir en fonction de leurs intérêts nationaux, ils s'abritaient toujours derrière les principes du droit international parce que c'est une partie importante de leur légitimité démocratique et qui leur permettait de se distinguer des dictatures. Je pense que le meilleur exemple, là, pour illustrer mon point de vue, c'est la crise des missiles de Cuba en 1962. Mmh. C'est clair que les Soviétiques avaient des missiles, puis ça posait une menace existentielle pour les États-Unis. Il n'y avait pas photo. Kennedy avait entièrement le droit d'intervenir à Cuba, et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour faire en sorte que ces missiles-là, partent de l'île. Donc la solution à laquelle il a pensé, c'est imposer le blocus de l'île. Le problème, c'est qu'un blocus, en droit international, c'est un acte de guerre. Il aurait pu le faire, là, mais il a dit à son secrétaire d'État de l'époque, il dit: «Avant que je le fasse, je veux absolument que tu obtiennes l'assentiment unanime de l'Organisation des États américains. Je veux que tous les pays des Amériques me donnent leur appui, me soutiennent avant d'imposer ce qui est un acte de guerre». Puis il y a effectivement eu l'appui anonyme des membres de l'Organisation des États américains, et c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'il a imposé le blocus. Donc, il y avait encore cette idée-là, même si j'ai le droit de me défendre, je dois poser un geste qui va s'inscrire dans le droit international parce que c'est ça qui va me donner de la légitimité, appuyer ma légitimité, et c'est ça qui va ultimement faire en sorte de mettre de la pression sur les autres pays qui vont réaliser que la communauté internationale est en train de se retourner contre eux. Puis ça a joué un rôle extrêmement important dans la décision de Khrouchtchev de retirer les missiles, de Cuba, parce qu'il a réalisé qu'il était en train de perdre la bataille de l'opinion publique. Mmh. On Le se bon projette dans moment, l'avenir. ben, la question que j'aurais pour toi, Jeff, c'est la suivante. Est-ce que des actions comme ça étaient encore possibles en 2025, dans le sens que ce soit le Conseil de sécurité de l'ONU, des choses comme ça, on a l'impression que maintenant la Chine, la Russie, ce que les Américains veulent, ils s'en foutent un peu. Donc, d'avoir l'assentiment de la communauté internationale, c'était quelque chose qui était plus vraiment possible. Ce qui fait ou peut-être que oui, peut-être que non, On a dit oui c'est et un peu non. ça. Ouais. Mais parce que je me dis, tu sais, quand tu regardes, mettons, juste pour le peuple vénézuélien, c'est d'avoir une chance de recommencer, je pense qu'en soi, c'est bien. Quand on regarde aussi le fait que Maduro se maintenait au pouvoir malgré une défaite électorale, tu sais, tu dis, de quelle façon peut-on, avec le droit international, justement, Mmh. retirer ce leader-là qui a perdu ses élections carrément, là? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore possible de faire en 2025 ou justement c'était plus possible? Juste pour préciser, là, Yann, ce que tu viens de dire, là, c'est qu'en gros, à l'élection présidentielle de 2024, là, il y a ce monsieur-là qui était opposé à donc Edmundo González. Et lui, bon, affirme être président élu du Venezuela. Et lui et sa comparse, là, en fait, la fille qui a gagné le prix Nobel de la paix, là, puis qui s'est sauvée d'un bateau, sur un rafio pour aller aux États-Unis. Là, j'oublie son nom. Là, ouais, Machado? Maria Machado. Donc, dans ces deux-là représentaient les principales forces d'opposition au Venezuela. Lui prétend être président élu et il a été reconnu d'ailleurs par l'Espagne et plusieurs autres Oui. pays. Le Et Canada, l'Union européenne. Non, il y a pas photo, là. exact. Maduro a perdu l'élection, là. Mais, C'est mais, 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 González qui l'a remporté. mais ça, c'est une question, moi, que j'ai par rapport à ça. C'est que puis ça complète un peu ce que Yann dit. C'est que par rapport au droit international, moi, je comprends très bien qu'on ne peut pas enlever ou destituer de force quelqu'un qui est dûment élu et qui est légitime. Mais c'était quoi la légitimité de Maduro, considérant le fait qu'il était, tu sais, dans le fond, qu'il a tripoté les institutions pour rester au pouvoir, là. Tu sais, il s'appuie sur l'armée et tout ça, mais en réalité, ce gars-là, il a pas de légitimité à être dirigeant du Venezuela, là. Ah non, C'est non. ça ma question, moi, par rapport au droit Oui, international. oui. Ben, c'est ça. Ma réponse, c'est oui et non. Le droit international était vraiment, s'effritait depuis les 25 dernières années, puis le pays qui a ouvert la craque dans l'armure du droit international, c'est les États-Unis, là. Faut le dire, là, puis ça a été répété, puis je sais que ça Avec va déplaire l'Irak, à entre certaines autres. personnes. Kosovo puis l'Irak. Écoute, Kosovo, le Conseil de sécurité des Nations unies allait pas donner son approbation. Donc qu'est-ce que les Américains ont fait? Par le biais de l'OTAN, ils sont intervenus unilatéralement contre un pays indépendant, la Serbie, pour renverser Slobodan Milosevic. 2003, l'Irak, encore une fois, les États-Unis se sont passés de l'assentiment du Conseil de sécurité des Nations unies pour intervenir. Donc, le droit international, à ce moment-là, il y a eu une rupture
Puis ça a eu des conséquences funestes, là, par la suite. Puis il faut lire le discours de Poutine en 2007 à Munich, dans lequel il affirme clairement, il le dit: «Ce que vous avez fait, c'est ça qui nous amène maintenant à rebâtir notre force militaire. Parce qu'on ne peut plus se fier sur les règles du droit international que vous avez établies vous-même et que vous avez rompues vous-même. Donc surprenez-vous pas si on devient une puissance hostile puis on rebâtit notre force militaire parce que maintenant, c'est la seule chose qui permet de garantir la souveraineté des Mmh. États. Donc, Mais élément de rupture, mais il y avait quand même des éléments de continuité malgré tout en 99 puis en 2003, parce que les Américains, même s'ils ont rompu le droit international, ils ont quand même essayé de prendre la peine de justifier leurs interventions sur des principes du droit international. Tu sais, 99, c'était le principe de la responsabilité de protéger. Donc, les mmh Kosovars sont menacés d'extermination, de génocide par l'armée serbe. Donc, on a le devoir d'intervenir pour empêcher qu'un nouveau Rwanda se reproduise. Et les États-Unis ne sont pas intervenus seuls, ils sont intervenus par le biais de l'OTAN. Donc, il y avait quand même une forme de coalition qui baquait leur mh. intervention. 2003, c'est pareil aussi. Bush n'a pas décidé du jour au lendemain d'envahir l'Irak. Il y a eu des consultations, des résolutions auprès du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a essayé d'avoir l'aval des 4 autres membres permanents pour qu'il y ait une opération multinationale. Ça a échoué. Mais même si ça a échoué, il a quand même pris la peine de J'ai bâtir quand une même essayé. coalition, Mmh. Coalition of the Willing, qui lui donnait à ses yeux la légitimité pour pouvoir violer la souveraineté d'un autre État. Donc, il est en mesure d'avoir l'assentiment de 46 pays en 2003 pour le soutenir. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un élément, oui, de Ouais. rupture du droit international en 99 puis en 2003, mais aussi dans une certaine mesure, une forme de continuité. Puis je dirais même que Poutine, quand il a envahi l'Ukraine en 2022, même lui, il a essayé d'enrober son intervention autour de 2 principes fondamentaux du droit international pour donner la perception qu'il n'agissait pas en rupture du droit international, puis il avait conscience, il y avait aussi la bataille de Mmh. l'opinion publique qui devait essayer de gagner. Donc c'est le principe de la responsabilité de protéger, parce qu'il disait que la minorité Les russophone dans le russophones. Donbass était menacée de génocide, de crimes de guerre, et Ouais, cetera, ouais. et que l'Ukraine, s'apprêtait ou allait passer prochainement à l'attaque contre la Russie. Donc c'est le principe de l'attaque préemptive qui permet à un pays, d'attaquer un autre pays avant de se faire attaquer. Donc Mais même Poutine a pris la peine d'enrober son intervention dans des principes du droit international. Puis c'est pour ça que je trouve qu'en fin de semaine, ça a vraiment été un gros élément de rupture, le dernier clou Mmh. dans le cercueil du droit international, parce que Trump a même pas pris la peine de bâtir une coalition. Il a même pas consulté le Congrès américain. Il a vraiment agi, Ouais, à la c'est Trump. vrai qu'on dit agir de façon unilatérale. c'est ça. Il y a pas de meilleur moyen que d'agir de façon Mais unilatérale. est-ce qu'il vient pas de mettre fin à une forme d'hypocrisie qu'on avait depuis plusieurs années, justement? Ouais, je On pense que enrobait les choses de grands principes, mais en réalité, on avait des intérêts plus ouais. nationaux derrière ça. Parce que, tu sais, la liste des pays de cul avec des dirigeants qui se maintiennent artificiellement au pouvoir avec la force, je veux dire, oui, il y a le Venezuela, mais ils sont pas tout seuls à la liste, là. Ah, Il y ça a une augmente. longue, longue liste, là. Le nombre de Non, c'est une dictatures longue, dans longue le liste. monde augmente depuis 20 ans. Et Mais mais je veux malgré juste préciser un peu ce que je disais tantôt, c'est parce que la question que j'ai, c'est un peu par rapport à qu'est-ce qui fait que une gouvernance quelque part est légitime et doit être respectée? C'est-tu parce qu'elle l'est de facto ou parce qu'elle l'est de manière tu sais, que ça a été fait de manière en bonne et due forme? Parce que moi, je regarde le compte X du monsieur là, qui a été élu puis qui s'est fait tasser par Maduro, là, Edmundo González, là. Lui, il approuve l'intervention, là. Lui, il ah ben, écrit, il dit: «Vénézuéliens, nous vivons des heures décisives. Sachez que nous sommes prêts pour la grande opération de reconstruction de notre nation». Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, imaginons, puis là, tu sais, c'est une expérience de pensée, puis je le sais que c'est quelque chose tu sais, qui n'existera pas, là. Mais moi, dans ma tête, je me dis, s'il y avait eu une élection au Canada et que, imaginons, Pierre Poilievre l'emporte, mais que les libéraux disent non, nous autres, on reste là, puis toi, on te pourchasse, on va peut-être te mettre en prison, puis tout ça. Ben, ce serait quoi, dans le fond, la légitimité du gouvernant qui est là, mais qui s'est accroché au pouvoir? Est-ce que c'est vraiment une violation de souveraineté si le dirigeant qui devait être élu, parce qu'il a été élu par le peuple, mais qui n'a pas été reconnu parce que le pouvoir en haut est corrompu, supporte l'opération? ouais, constitutionnellement parlant, dans le cas hypothétique du Canada, constitutionnellement parlant, ça serait, une violation de la légitimité politique. La légitimité politique, ça repose sur d'autres choses aussi. Tu sais, si les gens ne se rebellent pas contre le gouvernement va dire: «Ben,
Le Ouais. peuple me reconnaît. Donc, j'ai une forme de légitimité politique ici, là. Mais tu sais, en droit international, ce qui a été mis en place en 2005, la responsabilité de protéger, c'est la communauté internationale a le droit et le devoir d'intervenir dans un pays où le dirigeant politique ne respecte pas les droits humains les plus fondamentaux. Donc, s'il y a perpétration de crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité, la communauté internationale a le devoir, collectivement, par le biais d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, c'est l'ultime recours. Il y a d'autres mécanismes qui doivent être déployés au préalable, mais en ultime recours, on a le droit d'intervenir militairement pour renverser ce régime-là, pour mettre en place un régime qui va être plus respectueux des droits humains. La seule fois que ça a été utilisé, c'est dans le cas de la Libye en Ouais, les armes 2011. chimiques, hein. Donc, la Russie puis la Chine, ils se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre, ils n'ont pas voté pour, ils se sont abstenus. Donc, la résolution a été adoptée. Puis c'est là où l'ONU a sous-contracté l'opération à l'OTAN, qui a mené des opérations de bombardement pour renverser le régime de Kadhafi. Mais plusieurs années auparavant, il y a eu une élection contestée au Kenya, où il y avait des débuts de tensions ethniques, il y avait des gens qui étaient tués dans la rue et donc la communauté internationale a mandaté Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations unies, d'agir comme médiateur pour essayer de régler la crise, ce qu'il est en mesure de faire. Il y a eu d'autres élections, puis donc ultimement, on n'a jamais été obligé d'envoyer la force armée pour pacifier la situation. Mais donc, il y a cet élément-là, puis globalement, ça n'a pas été un succès mur à mur, mais ça a quand même fonctionné dans ces situations-là. Donc, pour des questions comme celle-là, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, il y avait des règles en droit international qui existaient, qui étaient utilisées. Encore une fois, c'est pas un succès mur à mur, ça n'a pas fonctionné en Syrie quand Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques contre sa population. Les Russes puis les Chinois avaient dit qu'ils allaient opposer leur veto au Conseil de sécurité. Mais tu Est-ce sais, qu'il a le le problème, justement? mécanisme était là, mais c'est un mécanisme il faut l'avouer, qui était quand même imparfait. Mmh. Est-ce qu'il est là, justement, maintenant, le problème avec la communauté internationale, c'est la prise de confiance du peuple chinois, ben, pas plus des dirigeants chinois dans leur capacité à s'opposer aux États-Unis, qui avait peut-être pas v'là 25 ans. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui, obtenir un vote du Conseil de sécurité à cause de la Chine puis de la Russie, c'est pratiquement impossible. Oui, on peut le dire, mais je pense qu'il y a aussi l'argument de ce que les Américains ont fait en 99 puis en 2003. Puis encore une fois, tu sais, Poutine, dans son discours de Munich en février 2007, il l'a dit très clairement, il dit: «Dans un monde comme celui-là», il dit: «Écoutez, vous établissez des règles, vous demandez à tout le monde de suivre ces règles-là, puis l'objectif que tout le monde suive ces règles-là, c'est d'empêcher une autre guerre mondiale, une autre Oui, boucherie. Puis c'est dans notre effectivement. intérêt, c'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on respecte ces règles-là. Fine. Mais là, le problème, c'est que vous allez à l'encontre de ces propres règles-là au Kosovo, en Irak. C'est quoi après ça la garantie que vous allez pas intervenir de la même façon en Iran, contre la Russie, contre nous, contre la Mmh. Ben, il y Chine? a déjà des partisans MAGA présentement qui sont en train de faire la liste des prochains pays à avoir. Tu sais, on était là, est-ce qu'on s'en va à Cuba? Là? On s'en va-tu en Iran, Mmh. justement? Let's go, on est capable, on l'a Mais fait, on le refait. ouais, mais j'écoutais justement, j'étais allé voir un peu qu'est-ce que disaient plusieurs, personnes du milieu de la droite américaine, puis ce matin, j'écoutais, une petite clip que publié, Ben Shapiro, puis il disait dedans, et je pense que ça rejoint totalement ce que tu dis, Jean-François, il disait, un moment donné, vers la moitié de la vidéo à peu près, il dit: «Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que ça correspond pas au droit international», mais il dit: «Honnêtement, je pense que les Américains s'en fichent». Les Américains, au sens les élites américaines s'en fichent. Puis il dit: «Personnellement, je m'en fiche aussi parce que ce qui m'importe, c'est le droit américain. Je reconnais rien de supérieur que le droit national. Le droit international, d'abord, puis là, c'est ça qu'il il passe sur une genre de diatribe, il dit qui a décidé de ça. Personne n'a voté là-dessus. Il n'y a aucune légitimité démocratique au droit international au sens où ça n'a jamais été soumis à des peuples par référendum. Ça n'a jamais été voté par des gens qui étaient. Fait on peut être d'accord ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que l'esprit dans lequel il s'exprime, C'est je ça. pense, celui de beaucoup de gens américains. Et là, ça va être important de se rappeler quelque chose, c'est que ça, ce n'est pas un enjeu républicain-démocrate, c'est un enjeu bipartisan, c'est un truc bipartisan. Si vous regardez plusieurs publications, et là, les gens font je trouve ça le fun que les gens les ressortent un peu. Là. Je tombais là-dessus ce matin. Faut que je vous la passe parce que c'est trop, c'est ironiquement assez délicieux. C'est Chuck Schumer au Congrès en 2020
qui dit, qui reproche à Trump de ne pas en faire assez pour faire tomber le régime de Maduro. Donc voici, Schumer. qui est un He démocrate. brags about all these things he wants to do or is doing, but his actions belie his words. Maybe the best metaphor was his claim to bring democracy to Venezuela. There was a big policy there. It flopped. If the policy was working, Juan Guaido wouldn't be in the balcony here, he'd be in Venezuela. He'd be sitting in the president's palace, or at least waging a fight to win. He's here. And the president brags about his Venezuela policy? Give us a break. He hasn't brought an end to the Maduro regime. The Maduro regime is more powerful today and more entrenched today than it was when the president began. Et là, aujourd'hui, ces démocrates-là disent hey, ça n'a pas de bon sens ce que Trump vient de faire, là, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce Ben qu'il oui. disait en 2020? Il disait hey, si tes affaires marchaient, là, le gars qu'on a décidé qu'on mettait à la place de Maduro, il serait là, il serait pas ici au balcon en haut, il serait au pouvoir là-bas. Qu'est-ce que disait Joe Biden sur Trump par rapport au Venezuela? Ah, Trump, il parle tough sur le Venezuela. Mais en réalité, il admire ces dictateurs-là comme Nicolas Maduro. Moi, contrairement à lui, là, je vais me lever debout pour le peuple vénézuélien et la Ouais. démocratie. Quand même très drôle tout ça. La là. politique partisane est incroyable. La politique Oui. partisane est incroyable. Puis ça, c'est un bout que je trouve drôle. C'est qu'en gros, Trump, il n'y a aucune bonne issue à rien. Parce que les gens disent d'une part, ben, en gros, il veut être ami avec tous les dictateurs de la planète, la Chine, la Russie, le Venezuela, Cuba, tout ça. Mais s'il fait tomber le régime, c'est pas correct non plus. Fait que Non, moi, mais tu connais tu connais le dicton, hein? Tu connais le dicton, s'il découvrait un médicament, un remède contre le sida, on l'accuserait de ne pas en avoir trouvé un contre le cancer. Ben, Donc, écoute, ça a amené Radio-Canada à titrer un de leurs l'homme textes, du peuple. L'homme du peuple. Hey, sérieusement, Maduro, l'homme du peuple, je veux dire. Non, Hey, ils j'ai sont jamais vu. complètement By the malades. way, sur X, j'ai jamais vu un ratio comme ça. Là. Ça n'a aucun sens comment Radio-Canada se sont fait ratio. Là. C'est Ils sont hallucinant, mais je veux complètement dire, malades, quel ces trucs-là. titre incroyable de Radio-Canada. Là. Ben, tu sais, je veux revenir sur ce que Ben Shapiro a dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt américain, puis le droit international, je m'en sac. Ça, là, je vais vous faire une métaphore, c'est se concentrer sur le maringouin qui a été effoiré dans ton windshield, puis d'être Mhm. content de l'avoir effoiré, c'est ta préoccupation, alors que tu vois pas 100 pieds devant toi, il y a un 18 roues qui est stationné, puis dans 5 secondes, tu vas rentrer dedans. Le problème, là, c'est ça. Quand tu détruis le droit international, c'est une victoire immédiate sur le court terme, mais tu sais pas ça va être quoi les conséquences sur le long Ah terme. non, c'est ça. Moi, j'en vois 2 conséquences. Donc, premièrement, dans le monde d'aujourd'hui, le droit international qui a toujours existé pour protéger les plus petits des plus forts n'existe plus. Ça n'existe pas. Le dernier clou, là, il est dans le cercueil, c'est fini, enterré, c'est mort. Maintenant, c'est l'époque des empires où les Chinois, les Russes, les Américains vont Et la intervenir. norme historique, d'habitude, dans les civilisations, on s'entend, je veux dire, depuis 45 à aujourd'hui, Ah, ça a c'est été une une aberration parenthèse. historique. Là. Ah oui, mais donc le monde des empires, c'est un monde de colonisation. On va là, on prend les ressources Ben, naturelles, puis on redistribue pas en fonction des intérêts du peuple local, c'est en fonction de nos intérêts à nous. Fait que le problème, c'est quoi maintenant la seule et dernière garantie qui permet à un pays de préserver sa souveraineté? On s'entend dessus que si Trump a fait ça pour l'établissement de la démocratie, pour renverser un salaud, on non, c'est pas s'entend dessus qu'il arrivé. fera pas ça en Corée du Nord? Non, non, non. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord a l'arme atomique, a l'arme nucléaire. Fait que dans Ouais, le monde de 2026, ce qui devient la dernière garantie pour protéger la souveraineté d'un État, c'est de posséder l'arme nucléaire. Puis ça, en fait, c'est dans mon contexte parce que ça s'est passé il y a quelques semaines. Le président kazakh était à la conférence Valdai, qui est Uh-huh. la grosse conférence annuelle organisée par Poutine pour parler de relations internationales. Tokayev, le président kazakh, disait: «Dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'armes nucléaires, on n'a pas besoin de grosses armées, on a besoin d'entretenir des bonnes relations commerciales, politiques avec tous nos voisins, puis c'est comme ça qu'on établit la paix.» Poutine est assis à côté de lui, il laisse finir, puis là, il s'avance, il le regarde, puis il dit: «Ouais, c'est exactement ce que Saddam Hussein disait jusqu'en 2003.» Boum! ouais. Fait que là, aujourd'hui, on pourrait dire, c'est aussi ce que, Maduro disait jusqu'au 3 janvier Ben 2026. oui, Fait ben que là, oui, ben maintenant, oui.
Le message que ça envoie, c'est: «Tu veux te protéger, tu veux empêcher une puissance impériale de Va chercher t'attaquer comme l'arme. ça, va chercher l'arme». Fait que là, le monde qui s'est ouvert devant nous, ça peut mener à la prolifération des armes nucléaires. Mmh. Puis ça, honnêtement, moi, c'est pas une perspective qui me réjouit énormément. Ouais. Puis deuxièmement, oui, en ce moment, tu peux dire les Américains, ils ont clairement démontré avec leur opération qui a duré 2 3 heures, qu'ils étaient capables de décapiter un régime, sans tuer le moindre civil. Fait qu'on s'entend qu'à Moscou, Poutine, là, il doit regarder ça et se dire: «Ouais, je prends des notes, hein. J'aurais aimé ça que moi aussi en février 2022, ça soit aussi facile». En fait, ce qu'on Ben, se c'est demande, ça, c'est un ouais. peu ça. Est-ce que justement Poutine, avec l'Ukraine, il aurait pas juste dû aller enlever Zelensky puis régler ça rapidement? Je veux dire, quand tu Mais c'est regardes la ça, stratégie américaine, ça a été beaucoup moins coûteux en termes de vie, ce qui s'est passé là, mais là. c'était sa stratégie en février Ouais. 2022. Puis Mais là, le moi, je problème, pense que c'est que à mon avis, là, tu sais, si on met en parallèle l'opération qui a eu lieu en Iran, avec les fameux drones, puis les strikes sur les sites nucléaires, si on montre ce qui est arrivé en Israël, mais essentiellement coordonné aussi par l'armée américaine en partenariat avec l'armée israélienne, puis on compare, tu sais, toutes les dernières interventions de l'armée américaine, ce sont des incroyables démonstrations de force par rapport aux autres forces armées dans le monde qui, bon, bon an, mal an, sur papier, sont peut-être bien, bien efficaces, là. mais Je veux dire, c'est incroyable là, ce qui est arrivé pareil. Si on ouais, sort du bien et du mal, puis on fait juste regarder ça en d'un termes point de vue technique, d'efficacité, là, là, c'est mais A+. parce que tu Même pas regardes même les. Ça, c'était très drôle, un post du Financial Times qui disait que les experts avaient averti que t'as peu là, la défense, le système de défense vénézuélien serait pas si compliqué, ce serait pas si facile que ça. À envahir ce pays-là, puis tout ça, finalement, bon, but it apparently present little or no resistance to the US strike that captured President Nicolas ben, Maduro. Pour ils ont vrai, ils ont c'est- ils ont coupé le courant. Les Américains ont fait un blackout sur Caracas, puis et ils ça sont montre une continué. chose aussi, c'est que toute la gang de El Bozo Up, là, qui pensait qu'en boycottant les yogourts Danone, on allait faire tomber à terre l'économie américaine, puis on allait résister. Ça démontre ça à quel point on s'est fait manipuler psychologiquement dans le cadre de la dernière. Si les États-Unis avaient réellement des velléités d'annexer le Canada, là, en 10 jours, c'est fini. Ah, 2 heures. Il envoie une douzaine de Black Hawk, au 24 Sussex pour kidnapper Carney, puis l'opération est terminée avant que les soldats se réveillent à Petawawa, là. C'est une affaire de Ben oui. 2 heures. L'armée canadienne, elle existe sur le papier, mais dans les faits, il y a pas d'armée au Canada, là. C'est un rassemblement de transgenres qui se mettent du kick, là. Non, non, mais je veux dire, je blague, là, mais l'armée canadienne, elle n'existe que sur papier. On pourrait pas opposer la moindre opposition à l'armée américaine. Mais juste rapidement terminer sur le truc de Shapiro, quand on se concentre sur le maringouin, puis on est content de l'avoir effoiré, sans voir le 18 roues stationné devant nous autres, c'est le monde qui s'ouvre devant nous, c'est un monde de prolifération de l'arme nucléaire, ce qui est vraiment pas une perspective réjouissante. Puis là, en ce moment, oui, l'armée américaine, c'est clairement la plus puissante, la plus efficace au monde. Puis on peut se dire, ben, on est les alliés de ce pays-là, fait que Mais dans un monde ils ont perdu d'impérialisme, leur appétit, par contre, d'être les gendarmes du monde, justement, eux autres, là. Ouais, ouais, mais c'est on ça, mais la est-tu question, vraiment leur allié? Moi, c'est ça la question que je me ben, c'est pose au ça. travers de ça, là. Mettons, tu dis, on est gentil avec eux autres, on peut compter sur eux, donc on est supporté indirectement par la plus grande puissance militaire de la planète. Fait que l'impérialisme, c'est super en 2026. Mais qu'est-ce qui nous dit dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans de tout ça, que l'armée américaine va toujours être la plus puissante? Qu'est-ce qui va arriver le jour où ça va être l'armée chinoise ou l'armée russe ou n'importe quelle autre armée qui va soudainement devenir plus puissante que l'armée américaine? Là, des gars comme Ben Shapiro vont commencer à avoir le 18 roues stationné puis ils vont se dire: «Ouais, là, l'impérialisme, là, c'est plus drôle. On aimerait ça avoir des règles de droit international qui balisent le recours à la Ben, force». c'est ça, voilà. C'est ça qui D'ailleurs, risque d'arriver, là. D'ailleurs, tu parles de maringouin puis de voir à plus long terme. C'est tout le temps ça un peu là, le point, il faut faire. Tu sais, quand on parle de l'importance des règles du jeu puis de l'importance justement d'avoir des règles pour tout le monde, c'est que tu veux pas que si tes ennemis arrivent au pouvoir, ils peuvent se servir de ça contre toi. C'est pour ça que la réaction d'un gars comme Javier Milei m'a quand même surpris d'une certaine manière, au sens où je comprends que l'Argentine se colle aux États-Unis puis veut faire partie du monde libre puis sortir vraiment sur un agenda de révolution libérale. Sauf que moi, si je suis un leader argentin, je comprends avec ce qui s'est passé que le jour où je vais passer un accord, où je vais me détacher un peu de la politique américaine, ça se peut qu'il y ait un commando qui rentre dans ma chambre à coucher et qu'on m'amène dans un coffre d'hélicoptère, là. C'est ça Ouais. la Oh, réalité, là. C'est Mais ouais.
Moi, le take que j'ai dans tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'impression que le droit international a été possible pendant plusieurs décennies parce que les Américains étaient prêts à se restreindre eux-mêmes. Mais c'était eux la puissance incontestée sur la planète. Fait que quand tu arrives et tu as le pays qui est au top, qui a la grosse armée, qui a la grosse arme nucléaire, qui a tout ce qu'il faut, dis je suis prêt à me restreindre pour des principes plus élevés, des principes supérieurs. Je pense que c'est la raison pourquoi ça a pu marcher pendant autant de décennies. Le bug qu'on a aujourd'hui en 2025, c'est que la suprématie américaine, c'est un peu terminé. Maintenant, la Chine a sa zone d'influence maintenant. La Russie, on pensait que oui, mais on se rend compte qu'ils ont tellement eu de misère en Ukraine qu'ils ne sont pas rendus là encore. Mais le fait que la Chine soit là, puis, tu sais, je veux dire, c'est un peu self-inflicted, les problèmes que quand on va au niveau économique, le Venezuela, le blocus qui a été instauré sur le pétrole, par exemple, c'est les Américains qui se l'ont infligé en disant on met des sanctions commerciales envers le Venezuela. Les compagnies, même comme Chevron, ne peuvent plus exploiter là. On a ramené ça un peu dernièrement. Mais tu es dans une situation où est-ce que tu te dis qu'est-ce que tu as fait pendant 4-5 ans en n'achetant plus de pétrole vénézuélien? Tu as permis à la Chine d'aller s'établir là, puis d'aller l'acheter, puis d'aller donner de l'argent au Venezuela, puis d'augmenter son influence en Amérique. Là. Ouais. Oui, Fait oui. que, le fait que la Chine, justement, peut toujours être une menace aux États-Unis en arrière, fait en sorte que pourquoi les Américains se mettraient volontairement des menottes la journée que la Chine s'en met pas? Puis je pense que c'est ce qui a changé le plus dans le monde dans les dernières années. J'ai l'impression que c'est ça. C'est que l'hégémonie américaine permettait d'avoir un gendarme qui se Mm. restreignait lui-même. Mais la journée que tu as un concurrent, on dirait que plus personne veut se mettre de là. Autrement dit, ce que tu dis, c'est que qui veut faire un combat de boxe contre quelqu'un que toi, tu dois te battre avec juste les poings, puis respecter les règles, puis l'autre, il peut te croquer une oreille, te donner un coup de poing dans les couilles, te donner des coups de pied. Mais maintenant, tu te dis, t'as peu, je suis pas plus con que l'autre. Moi aussi, je vais me battre avec tes règles, mon gars, j'en ai plus de règles. Oui, mais encore une fois, ça revient à qui a brisé l'ordre international. Tu sais, le message que les Américains ont Mhm. envoyé en 99 puis en 2003, tu sais, à quelque part, tu sais, jusqu'à ce moment-là, honnêtement, en Russie, dans les années 90, là, ça jouait le jeu. Ça jouait le jeu de l'ordre international, la libéralisation, la démocratisation. Les premiers discours de Poutine, lorsqu'il a pris le pouvoir le 31 décembre 99, son discours de la nouvelle année, c'était un discours qui était très pro-occidental, là, puis il voyait la possibilité d'établir un partenariat avec l'Europe puis les États-Unis. Mais vraiment, 2003, l'Irak, ça a vraiment été là, un moment charnière dans l'histoire des relations internationales. Puis depuis, le monde est plus ce qu'il est. Puis on en vit aujourd'hui les conséquences. L'annexion de la Crimée en 2014, l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Chine qui a commencé à découpler son économie avec l'économie américaine à partir de 2010-2011, ça vient de ce moment-là. Là. Il ne faut pas le négliger. Fait que là, c'est les conséquences à retardement des décisions qui ont été prises il y a 25 ans. Il Mhm. faut uniquement encore faire preuve de perspective puis de se dire maintenant, c'est un autre moment charnière, ce qui s'est passé en fin de semaine, quelles vont être les conséquences de ce moment-là dans 20 ans puis dans 25 ans? Mhm. Honnêtement, c'est pas super réjouissant là, de penser à ces Ah non, conséquences. le free for all avec la Chine est décollé. Là. Je pense Ben, que c'est ce qu'on observe présentement parce que. Mais des fois, on a toujours notre perspective occidentale, mais tu sais, demain matin, mettez-vous dans la position de la Chine. Là. On faisait une tonne d'investissements au Venezuela. Là, les Américains viennent saisir les actifs pétroliers. Là. C'est un peu mhm. ça qui s'est passé éventuellement. Ben, les actifs chinois au Venezuela vont disparaître tranquillement pas vite. Mais eux autres, ils l'ont investi, ce capital-là. Là. Ils voulaient investir de ce côté-là. J'étais au Panama récemment, puis tu vois la construction de plusieurs ports chinois au Panama. Il y a de l'argent dans les Amériques qui vient directement de la Chine, puis c'est pas 100 millions, 200 millions, c'est à grand coup de milliards. On sait qu'ils investissent beaucoup en Afrique également. La Chine est vraiment en train de construire son empire de son côté Mhm. aussi, Ouais. mais voit Pas également les militairement États-Unis de plus parlant, en plus comme une menace. Hein. ils font ça par le biais de l'économie Ah, comme, carrément. ils l'ont toujours fait dans le passé. Mhm. Oui, puis là, ben, c'est ça, ils sont en train de prendre des notes puis se dire: «Bon, ben, il y a des régions dans le monde où on ne peut plus investir, fait qu'on va faire en sorte que les Américains, puissent plus investir aussi dans certaines régions». Exactement, c'est vers là qu'on s'en va. C'est Exact. parce que ce qui s'est passé, tu sais, oui, il y a un aspect militaire à tout ça, mais c'est vraiment une opération économique ce qui s'est passé en réalité au Venezuela. C'est le Ce que piège ça de veut dire, Thucydide. C'est ce tu qu'on sais, mais appelle moi, le piège de Thucydide, c'est,
il y a une puissance émergente, comme la Chine, qui est en train de vouloir prendre sa place. Puis l'ancienne puissance, les États-Unis, font tout en leur pouvoir pour empêcher cette puissance-là de pouvoir émerger. Puis ça a été analysé par le politologue Graham Allison. Il a analysé une quinzaine de cas de situations similaires dans le passé, puis dans l'immense majorité des cas, ça a toujours mené à une guerre. Et Mhm. l'objectif de cette guerre-là, c'était de renverser l'ancien ordre en place pour en mettre un nouveau qui allait être Toujours davantage une forme de favorable à guerre la de démocratie proxy, hein, quand tu émergente. regardes ça. C'est toujours une guerre de proxy. Ben oui. L'Ukraine puis la Russie, c'est une manière pour les États-Unis de se pogner avec les Russes d'une manière détournée. C'est encore la même chose. C'est pour ça, moi, que l'espèce de truc, là, Trump est un pantin de Poutine. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il vient de faire tomber le seul allié de Poutine en Amérique Ben du moi, Sud? Tu comprends? si je regarde présentement le pays que je serais le plus incertain, je serais le plus inconfortable présentement sur la planète, j'ai l'impression que c'est Taïwan. Dans ce contexte-là, je me dis, Taïwan représente tellement un lieu stratégique, économique pour la Chine qui est vraiment important. Tu sais, je veux dire, c'est les chips, là, c'est les haies, là. Taïwan, je veux dire, il y a un gros X rouge là-dessus. Ouais. Mhm. Avec les Américains qui ont fait un pas vers le Venezuela pour le pétrole, tu te dis, ça va prendre combien de temps avec que la Chine ose faire un pas pour Taïwan aussi? Je trouve que les deux sont quand même assez liés dans cette affaire-là. Ouais, mais les Américains ont commencé à encourager les compagnies, taïwanaises à délocaliser leur Oui, production de microprocesseurs vers les États-Unis. Fait que les ça, ouais, c'est signe. Le jour où toutes ces compagnies-là vont être délocalisées, que les Chinois attaquent Taïwan, les Américains vont pas défendre l'île, parce qu'ils auront exact. plus d'intérêt sur place. Ah, Fait ben qu'ils c'est on ça. voit les Américains voient venir le coup. C'est pour ça qu'ils encouragent les compagnies à venir s'installer aux États-Unis. Fait que pour eux, Taïwan, c'est déjà réglé, ils vont pas intervenir militairement. Non, moi je pense mais le problème, c'est que la Chine est pas prête encore économiquement parlant à rompre avec, le reste du monde parce qu'ils sont pas, autosuffisants en matière de production de Mmh. microprocesseurs. Mais ça Mais s'en ça, vient. ça s'en vient, ils mettent beaucoup de travail, ils investissent énormément d'argent, mais ils sont encore loin de l'objectif là Mmh. d'autonomie à 100. Ça va leur prendre encore, En fait, plusieurs années. Fait que d'ici est-ce là que c'est à ce moment-là que le vrai point de rupture va arriver, la journée que la Chine va se sentir assez autonome pour dire on casse les liens pour de vrai, là? oui, Ouais, je oui, pense que oui. je l'attends. Ils Écoute, sont pas il y a eu honnêtement, je pense que les prochaines cibles, moi, je pense que Trump, en 2026, va redoubler d'efforts. Il va pas s'arrêter là, il va continuer à faire le même coup avec d'autres pays, là. Puis écoute, bah, on va voir aussi, quel genre de régime politique va se mettre en place au Venezuela. Tu sais, les gens disent: «Ah, il fait ça pour la démocratie». Ben, s'il faisait ça pour la démocratie, le gars qui s'est fait voler l'élection, là, González, là, ouais, c'est lui qui serait instauré, là, puis vite, là. ben, Trump aurait On dû parle pas nommer de son nom. Ils dit: «On on va le parle mettre pas en de ça place parce pantoute. que c'est lui qui a gagné Parle du l'élection». numéro 2 en place déjà présentement, là. Mais de toute façon, tant que Il a même pas les mentionné son nom, puis Machado, celle qui a remporté le prix ouais, Nobel, il a tiré dans le dos hier. ouais, Il l'a complètement ouais, discrédité. ouais, Elle a pas d'appui, puis elle a pas le respect de la population. Puis au contraire, il a dit: «C'est nous qui allons gouverner le pays». Là, tu es comme: «Wow!» Ça veut non, dire ça, quoi c'est n'importe «nous»? quoi, là. Est-ce que ton «nous», c'est comme Parizeau, c'est un «nous» inclusif ou exclusif? Ça veut dire Exact. quoi? Tu vas nommer un administrateur américain Ça qui sonne va prendre des protectorat, là. décisions. Ben, c'est ça. Si c'est l'idée du protectorat, après ça, il faut voir venir le coup. Le Danemark, le Groenland. Il l'a dit, là, puis la femme du, chef de cabinet adjoint à la Maison-Blanche a mis sur Twitter en fin de semaine la carte du Groenland avec le drapeau américain, puis elle a écrit «Soon», 3 petits points. Je veux dire, puis Trump, il l'a dit aussi en fin de semaine dans ses interventions, une autre cible, c'est le Groenland. Fait qu'avec ce qui s'est passé au Venezuela, l'idée de, oui, prendre pour cible, les gens en 2025, c'est une métaphore, puis il va essayer de négocier une deal, quelque chose. Là, tu te dis, ben, peut-être qu'il ne va pas négocier quoi que ce soit, puis il va envoyer 3 4 Black Hawk pour prendre le contrôle de la capitale, puis établir un Ouais. protectorat. Ben, ce que le Ça texte envoie du une Wall idée. Street Journal nous dit ce matin par rapport à ça, c'est que c'est vrai que sa configuration de base, c'est de négocier une transaction, mais le bonhomme, il se tanne vite. Ouais, c'est ça l'affaire. Parce que Oui, oui. dans l'article, ce qu'on dit, c'est que Trump, il aurait proposé, je pense, à 3 ou 4 reprises à Maduro le deal suivant. On te blanchit de tout ce qui pourrait être reproché en droit international ou peu importe dans ton propre pays ou en droit américain. On te donne un sauve-conduit quelque part pour toi et ta bonne femme, puis tu laisses tomber le pouvoir. Ce qu'aucun dictateur fera jamais. Là. Ben, dictateur ou leader autoritaire. Appelez ça comme vous voulez, là, si vous n'aimez pas ces mots-là. Là. Quelqu'un qui garde le pouvoir de manière autoritaire. Bon. Et le deal, évidemment,
évidemment échoué. Parce que Trump, en gros, au début, il disait à tout le monde, de ce que je comprends, il aurait dit à tout le monde: «Vous allez voir, je vais faire comme le petit gros en Corée du Nord, le motel l'amadouer, puis il va me manger dans la main, ça sera pas long.» Mais là, finalement, il s'est rendu compte que le chauffeur de bus de Caracas était probablement moins facile à manipuler Hein. que le gars avec la Effectivement. coupe de cheveux en crème glacée en Corée du Nord. Écoute, il y a eu pas mal de réactions, puis on va se laisser dans quelques instants, mais juste avant, j'ai trouvé qu'une de celles qui était, parce qu'il y a eu beaucoup de monde là, qui ont réagi. Là. J'ai vu Mélenchon, les deux bras dans les airs, il faut retourner le Ah leader ouais. du peuple là, au Venezuela, tout ça. Ben, ça, c'est louche en baptême. Ah, mais lui, il a toujours été très louche. Mais une de celles que j'ai trouvées quand même bonne, c'est la réaction de Marine Le Pen qui écrit la chose suivante. J'ai trouvé que son propos était, tu sais, c'est court, c'est concis. Elle dit: «Il existait mille et une raisons de condamner le régime de Maduro, communiste, oligarchique, autoritaire. Il faisait peser sur son peuple depuis de trop longues années une chape de plomb qui a plongé des millions de Vénézuéliens dans la misère quand il ne les contraignait pas à l'exil.» On se rappelle des vidéos qu'on voyait des Vénézuéliens traverser les frontières à pied. Juste donner des chiffres par rapport à ça, c'est 28 millions la population au Venezuela, puis on parle d'une diaspora internationale de 9 millions. Tu sais, à un moment Non, donné, c'est quand incroyable. Les gens qui ont fui le pays. Là. Il c'est n'y a c'est pas hallucinant. photo. Maduro, c'est un salaud, c'est une ordure politique. Là. Exact. Tout le monde s'entend Mais, là-dessus. mais il existe une raison fondamentale pour s'opposer au changement de régime que les États-Unis viennent de provoquer au Venezuela. La souveraineté des États n'est jamais négociable, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur continent. Elle est inviolable et sacrée. Renoncer à ce principe aujourd'hui pour le Venezuela, pour n'importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude. Ce serait donc un péril mortel, alors que le 21e siècle est déjà le théâtre de bouleversements géopolitiques majeurs qui font planer sur l'humanité le risque permanent de la guerre et du chaos. Il ne nous reste plus qu'à espérer, face à cette situation, que la parole soit rendue au plus tôt au peuple vénézuélien. C'est à lui que doit revenir le pouvoir de définir souverainement et librement le futur qu'il souhaite se donner en tant que nation. Puis tu sais, la France, tu sais, on rit souvent de la France, mais la France est un pays qui l'a eu tough, la guerre mondiale. Là. Tu sais, je veux dire, quand ils voient l'échiquier politique international ou géopolitique plutôt se dessiner, j'ai pas de misère à croire que dans l'esprit des plus vieux Français, c'est pas intéressant ce qui se passe présentement. Oui, puis la France a des leaders médiocres depuis un certain temps, mais s'il n'y a rien qui dit que ce pays-là, mieux administré, ne pourrait pas redevenir un joueur intéressant en géopolitique. Là. C'est une moyenne puissance qui possède l'arme atomique. Donc, les frontières, la souveraineté de la France, là, n'est pas menacée dans le monde de 2026. Là. Ils ont l'arme. Là. Personne ne va s'attaquer à la France. Là. OK? Faut être clair là-dessus. Mais même un pays comme ça voit dans la rupture du droit international Le précédent que ça crée. le précédent que ça crée, puis une menace. Fait que, tu sais, ça veut dire que maintenant, vous avez une dizaine d'États dans le monde. Les trois empires, j'appelle les trois empires, la Russie, la Chine, les États-Unis, puis les autres pays qui possèdent l'arme atomique. Grande-Bretagne, dans une certaine mesure, c'est le système de double clic, les États-Unis, la France, Pakistan, Inde, Israël. C'est les pays, là, on peut dire aujourd'hui, là, en 2026, on peut être sûr que leurs frontières sont inviolables. Mm. Et pour ce qui est de tous les autres pays, anything goes. Là. Mm. Donc, les règles d'autrefois qui protégeaient les plus petits, les plus forts, ça n'existe plus, là. Puis ça, encore une fois, c'est pas super réjouissant. Puis tu sais, l'idée de Canada qui pourrait devenir le 51e État américain, ce qui est passé en fin de semaine, ce que ça pourrait vouloir dire pour le Canada, c'est pas un partenariat d'égal à égal, là. C'est une intervention, puis potentiellement la mise en place d'un protectorat américain, là, où les administrateurs en question exploitent les ressources naturelles du Canada uniquement en fonction des intérêts des Américains. Tu sais, le America First, là, c'est ça que ça veut dire, c'est pas l'Amérique Écoute, les Amériques en premier, c'est United States of Mais le pro- America. on a ouais. le tableau périodique au complet sur nos terres. Là. À un moment Ben, donné, c'est ça. les Ouais. Américains le savent aussi. Là. Mais le On bout où ils sont veut pas fourrés avec exploiter ça, ces c'est. mines-là. Ouais. On veut pas exploiter ces ressources-là pour différentes raisons, mais les Américains, à un moment donné, s'ils décident qu'ils en ont besoin, puis on fait de la résistance, green, environnementale, puis il y a pas d'acceptabilité sociale, ben, les Américains vont décider qu'ils en ont besoin. Ils vont pas nous demander notre permission, hein. Comme je dis, ils vont envoyer 12 Blackhawks kidnapper, Carney, Mélanie Joly. Là, ils vont peut-être se dire: «Bon, on a fait c'était pas la meilleure des idées de kidnapper ces gens-là. Mais, Les mais envoyer à leur justement, ville. écoute, Mais je veux dire, le précédent que ça a créé, puis tu sais, encore une fois, tu sais, Trump,
parle pas d'établir une démocratie là, au Venezuela. Ça fait pas du tout partie de son discours depuis les derniers jours, là. Fait que, je veux dire, à quelque part, là, je pense qu'il y a matière à être un petit peu Ouais. sceptique, puis à faire Ben, attention. on dirait qu'on revient au monde ce qui a toujours été, autrement dit. Ouais, Euh, le monde pré-1945, où on revient à la règle des empires. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu lis sur l'histoire, que ce soit antique ou que ce soit médiéval ou peu importe, ce n'est que ça. Ce n'est que des empires qui conquièrent des territoires, des empires qui montent, qui tombent, ainsi de suite. Là, tu es là, tu te dis, ouais, on retourne dans ce monde-là. On pensait que c'était fini. c'est fini, mais non. Mais la seule raison pourquoi on pensait que c'était fini, c'est que finalement, il y avait un joueur hyper dominant qui acceptait de se contraindre. Mmh. Mais ce Ouais. monde-là est terminé, là. Parlant Ça, un empire, ça de négocie pas, ou ça va négocier un petit peu, là, mais si le partenaire refuse, de négocier, ben, ça agit. Parlant de domination, en terminant, l'Ukraine vient de frapper son coup de circuit pour mettre à genoux la Russie. Il nomme, je pensais que c'était une blague quand j'ai vu ça ce matin, mais non, c'est sur le compte X de Volodymyr Zelensky qui confirme qu'il va nommer Chrystia Freeland, en fait, qu'il la nomme comme sa conseillère économique principale pour le développement de l'Ukraine. C'est bien Fait que, bizarre, ça. Ça y est, les Russes viennent de gagner la mais guerre. ça, c'est bizarre, les gars, à plusieurs. Elle est D'abord, encore députée. comment un élu canadien peut s'ingérer alors qu'ils sont en conflit d'intérêts total. Là. Carney vient encore d'annoncer 2,4 milliards d'aide à l'Ukraine. Elle est rendue là-bas. Elle va être comme conseillère. En fait, elle joue auprès de Zelensky le rôle que Carney jouait auprès de Trudeau. C'est ça qu'on comprend. Là. Genre Oui, oui. Ouais, mais c'est Alors des qu'elle démissionne demeure demain matin. députée alors qu'elle demeure Et, députée. Ça marche pas ça, là. et deuxième point, par rapport au sujet dont on a parlé durant tout le podcast, tout le monde sait que Trump déteste Freeland sans confesser. Il est en négociation avec Poutine pour l'Ukraine. Zelensky s'en va nommer elle. C'est quoi quel game que le Canada joue là-dedans? On dirait qu'on fait tout, en fait, pour provoquer Ouais, la ouais. bête américaine en se disant qu'il arrivera jamais rien. Mais là, il Ouais, arrivera ben, jamais rien. non, 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 c'est stupide de penser ça parce qu'à un moment donné, il va peut-être se passer quelque chose, là, qui sera pas dans les meilleurs intérêts du Canada, là. Et ce sera pas nécessairement à Trump, ça peut être juste, comme tu le disais, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 12 ans, là. Oui, parce que si la logique Trump, la logique, la doctrine Monroe, donc ce qu'on appelle la doctrine Monroe, s'établit, vraiment, devient l'élément clé dans l'architecture de la politique étrangère américaine, ça va lui survivre, là. Puis ça va succéder avec, n'importe quel successeur de Trump, que ce soit Vance ou Rubio ou, n'importe qui d'autre. Ou que ce soit les démocrates, rappelez-vous ce que je vous ai montré avec Schumer, qui lui aussi, rappelez-vous, même Freeland, en fin de semaine, je voyais passer des posts, tu as des posts de Trudeau et de Freeland de 2019 qui appellent un changement de régime au Venezuela. Là, tout le monde joue les effarouchés parce que c'est Trump. La réalité, c'est qu'il y a 3 jours, il y a quelques années, tout le monde était en faveur de ça. Ouais. Non, puis le truc, c'est si les Américains, là, tu sais, définitivement, là, rompent définitivement le lien de confiance avec la Russie, la Chine, il n'y aura pas de retour en arrière possible, même sous une administration démocrate, là. Puis le truc de Freeland, là, ça, là, regarde, tu peux pas être député à Ottawa, voter des lois, voter le budget, Non, non, puis qui a en démissionné. même temps conseiller un autre gouvernement sur la gestion d'une partie des fonds de ce gouvernement-là qui viennent des fonds que tu as toi-même votés comme Ben, il y député. avait des rumeurs qu'il démissionne. Là. J'imagine que c'est ça qu'il va avoir dans les Ben, prochaines c'est heures, là, qu'elles le j'espère. font aujourd'hui, là. Parce Ah qu'honnêtement, ouais. le principe de la double allégeance politique comme ça, là, on peut se poser la question, c'est quoi son allégeance politique? Elle est canadienne ou Weird. ukrainienne? Là, Ouais, c'est c'est le ça. temps de décider, là. Tu peux pas, là, jouer, sur 2 fronts en même temps, là. Mais on C'est comprend pourquoi complètement qu'on a mis inacceptable. on comprend aujourd'hui pourquoi on a mis autant d'argent en Ukraine, là. Je veux dire, c'était elle, là. C'était carrément elle. Je veux dire, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Je trouve qu'on fait république de bananes avec des affaires de même. Oui, Écoute, je vous dis c'est une vraie république de pour la bananes. petite histoire, Mélanie Joly était ministre des Affaires étrangères depuis 2 ans, mais en réalité puis elle puis Freeland, ils se détestent, là. Ils se parlent même plus, là, OK? Depuis 2 ans, ils se parlent plus. Fait quand Mélanie Joly voulait faire quelque chose pour la question ukrainienne, Freeland la bypassait, puis elle allait directement au bureau de Trudeau pour dire: «Pas ça qu'il faut que tu fasses, faut que tu investisses tant, tel montant, faut que tu Ah, fasses telle, ouais. telle et telle chose». Fait qu'elle a toujours tiré les ficelles, là, puis c'est la même chose aujourd'hui. Anita Anand, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, son chef de cabinet, c'est l'ancien directeur exécutif du Congrès ukraino-canadien.
Ah, c'est gênant, man, c'est C'est lui vraiment qui tire gênant, les cette ficelles. affaire-là. Je veux dire, la seule préoccupation à l'édifice Lester B. Pearson à Ottawa, là, c'est le ministère des Affaires étrangères, là, ils ne pensent qu'à l'Ukraine. Non, c'est Donc, que ça, c'est que ça. Écoute, merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous autres. Je remercie quelques commanditaires qui ont permis, qui permettent les podcasts, aux podcasts d'exister. Nos amis de Ranch Brand pour vos vêtements préférés. Utilisez votre code promo YEN10 pour votre 10% de rabais. Nos amis de Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. C'est compliqué, il y a de la paperasse à remplir. Faites affaire avec des pros. Et nos amis de TLF Dessin, qui apparemment, ça fonctionne assez bien. Leur business ont besoin de staff. Donc, si vous êtes dans le domaine du dessin industriel, les plans 3D, contactez-les. Ils ont peut-être un emploi pour vous autres. Fait que, merci Jean-François d'avoir été là. Puis je renvoie les gens au podcast L'État du monde avec Jocelyn Ouais. Coulon, puis aussi ouais. au petit documentaire que tu as fait durant le temps des fêtes que j'ai trouvé Je génial pense que vous sur. allez avoir des sujets, hein? Ouais, Oui, non, vous ça ne va être manquerez une pas grosse du année sujet. 2026. Mais tu vois, la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est une entrevue que j'ai faite avec Stéphane Bergeron, l'ancien député qui a été porte-parole du Bloc québécois en matière d'affaires étrangères. Ben, j'ai fait une entrevue avec lui dans le temps des fêtes. C'est pour dimanche prochain. Puis les podcasts avec Jocelyn, ça va reprendre officiellement dans 2 semaines parce que là, il passe une partie de son hiver en France. Puis je pense au moment où on se parle, il est justement à Dorval, sur le point d'embarquer dans son vol vers Paris. Donc, il Yes. est un petit peu occupé pour les prochains jours. Puis moi aussi, la semaine prochaine, je suis à Paris. Je vais faire un autre podcast. Vous connaissez bien. Donc, d'ici la mi-janvier, vous aurez droit à un autre podcast avec un type qui vit à Paris. Exact. Merci beaucoup, Jean-François. Salut, bonne fin de journée. Bye.